Bonjour à tous, vous êtes de retour sur le projet Dirigeable de nouvelle génération. Nous sommes dans la rubrique des podcasts et aujourd'hui, nous avons un nouvel invité, Alexandre Ivchenko. Sacha, merci d'être venu. Je l'ai fait avec grand plaisir. C'est un honneur pour moi de participer à un tel podcast. Super, ça fait plaisir à entendre. Et aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec toi. Alors, j'aimerais en savoir plus sur ton parcours, comment tu as rejoint le projet Dirigeable de nouvelle génération, ce que tu faisais avant, qui tu es. Parle-nous un peu de toi, de ta jeunesse, ce que tu faisais, où tu as étudié et ton cheminement jusqu'au projet des dirigeables de nouvelle génération. Eh bien, je suis arrivé ici, probablement en partie pas de mon propre gré, mais par la volonté du destin. Je veux dire, je suis né dans une famille où ma mère et mon père étaient des ingénieurs concepteurs. On peut dire que mon père s'est consacré à l'aérostation pratiquement depuis le début de sa carrière. Autrement dit, il a commencé à relancer une nouvelle vague d'aérostation en Union soviétique, c'est-à-dire qu'on a commencé à embaucher des spécialistes au début des années 80, quand il a été décidé de redonner vie à ce domaine, et il s'est retrouvé dans ce mouvement et a commencé à travailler au DKBA. Donc on ne peut pas vraiment dire que j'ai soudainement eu envie de m'occuper d'aérostation à partir de rien, c'est-à-dire À un certain moment, c'est devenu une partie intégrante de ta vie. oui, c'est vrai, ça a toujours fait partie de ma vie, aussi étrange que cela puisse paraître. En fait, je ne peux pas vraiment dire que je sois un grand passionné d'aviation. Mon grand-père était pilote, mon père était ingénieur, et donc, naturellement, je me suis retrouvé dans ce domaine depuis l'enfance. La première fois, vers 9 ans, j'ai fait un tour en montgolfière. Je me souviens, c'était à l'époque où tout ça a commencé, quand ils ont quitté le DKBA. Non, en fait, mon père a terminé la Baumanka, et avec ma mère, juste après leurs études à la Baumanka, ils ont été affectés à Korolev. Donc à l'origine, ils devaient, tout comme elle, travailler dans le domaine spatial, mais elle est restée dans le spatial, alors que pour lui, ça ne s'est pas vraiment fait. Il a passé 1 an ou 2 au Tesni Aimash, puis il est allé travailler au DKBA. Son parcours est assez héroïque. Chaque jour, il faisait 3 heures de trajet de Korolev à Dolgoprudny. Aller là-bas, puis revenir. Et c'était à une époque où ce genre de choses n'était pas courant, à l'époque soviétique. Quand j'étais petit, j'étais jaloux de son travail parce que je ne le voyais jamais. Et même le week-end, il continuait à travailler, à tel point qu'il était impossible de le joindre. Eh bien, ensuite, oui, il s'est trouvé qu'avec les années 90, avec un ami proche, il fabriquait des trampolines, toutes sortes de structures gonflables et des jeux, et tout cela pour des événements publics et des manifestations. Moi aussi, j'y allais, je participais à des défilés à Moscou, je me souviens. Il y avait aussi des petites voitures, des structures. J'avais environ 16 ans. On les soulevait, on faisait des choses, on sautait, on faisait signe. Dans certaines expositions, c'était aussi le même genre d'ambiance. Et puis plus tard, j'ai eu une période également liée à l'aérostation. Ça a duré environ 3 ou 4 ans. C'était avec des aérostats standards. Bon, c'était aussi un ancien collègue de DKBA. Bon, il avait ses propres aérostats standards et il y en avait aussi pour des entreprises. Je ne sais pas si on peut citer ces entreprises. Non. Il y avait MTS, Nescafé. MTS, c'était juste MTS avec le logo. Pour Nescafé, il y avait une tasse et ils commandaient régulièrement. Nous allions à différents événements. On installait aussi ces aérostats là-bas. Ce n'étaient pas des vols, il suffisait juste de tendre les câbles et tu restais assis là. Ce sont ces mêmes défilés où ils gonflent d'énormes... Non, ce n'était pas des défilés, c'était juste des opérations publicitaires. En général pour les fêtes de la ville, lors des journées de la ville ou des journées de quartier. Je me souviens, j'ai passé 2 nouvel an à Medvedkovo. Je me rappelle aussi, heureusement que je n'y suis pas allé. Et en plus, tous mes amis travaillaient là-bas. Il y avait son ami pilote, Pavel Kononenko, qui travaille maintenant chez nous comme pilote de montgolfière. Il travaillait là-bas comme pilote. Il y avait aussi Blagov, et puis il y avait l'équipe qui transportait les bonbonnes, l'enveloppe, les cordages, et qui s'occupait de déplacer les gens. Tous mes amis étaient là-bas. C'était une organisation distincte et spécialisée qui s'occupait de la fabrication de ces aérostats, n'est-ce pas? De l'exploitation. De différentes formes. Et il se trouve que tu y as participé d'une manière ou d'une autre.
Oui, j'étais membre de l'équipe du ballon à air chaud. Quand cela s'est-il précisément passé? Quel âge avais-tu alors? Eh bien, j'avais probablement entre 19 et 22 ou 23 ans, c'est-à-dire qu'on allait à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Krasnodar, dans des villes comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant là-bas? Par exemple, à Kostroma, c'était intéressant. Bon, je n'y suis pas allé. Ils y sont allés, c'était la fête de la ville, et toute la journée, il y avait plusieurs, ou plutôt beaucoup, d'animations pour la fête de la ville. Ils avaient amené 5 ballons à air chaud. Ils ont fait décoller les ballons et c'est tout. Il n'y avait plus aucun autre divertissement. Tout cela était sponsorisé par MTS. Au final, d'après ce qu'on m'a raconté, il y avait 20 agents de sécurité de chez MTS, 5 ballons et plusieurs milliers de personnes ivres qui essayaient tous de forcer le passage pour toucher les ballons. À la fin, quand ils ont commencé à replier les aérostats, on a commencé à leur lancer des bouteilles pour faire court. Donc il y avait des événements assez mouvementés en fait. À chaque fois, ça m'amusait aussi. Tu sais, c'était aussi la fête de la ville. D'habitude, on installait notre aérostat, on restait là, puis il y avait la scène, oui, et on restait là. Et notre tâche était d'animer un peu la foule, puis on rangeait nos affaires, et ensuite l'événement principal avait lieu sur scène. Et donc, tu vois, bah, j'avais toujours ce sentiment, tu sais, moi, tu es là, parfois on n'est que deux ou trois avec le ballon et la foule tout autour. Tu fais des allers-retours pour la disperser, mais elle ne fait que se resserrer, se resserrer, se resserrer. Oui, et puis à un moment donné, la scène commence à fonctionner et toute la foule s'y dirige et là, ouf, quel soulagement, vraiment. C'était vraiment intense là-bas. Je me disais, bah, laisse entrer quelques personnes là-dedans, je pense que certains s'envoleraient sur ces aérostats. Il suffirait de leur en donner la possibilité. Ils sont vraiment grands. Un aérostat à air chaud, Oui, c'est ça. oui, oui, bah, il est assez grand. Il peut transporter environ 4 personnes. On fait des balades. Mais nous, on avait une autre spécialisation. C'est-à-dire qu'en général, enfin, il y a des gens qui s'occupent justement des balades. Donc, il y a un endroit où l'on peut voler. On fait monter des gens dans la nacelle, on s'élève et on parcourt une certaine distance. Il y a des aérostats à air chaud pour les balades et d'autres pour la publicité. C'est en fait les mêmes. Simplement, on nous payait pour rester quelque part au milieu de la foule. Parle-nous un peu de ton parcours étudiant. Où as-tu étudié? J'ai étudié à l'Institut Mirea, le prestigieux institut de radioélectronique et d'automatique de Moscou. Ma spécialité principale était la conception de dispositifs et d'équipements radioélectroniques avancés et modernes. Je ne l'ai pas encore terminé, si jamais cela est important. Vous pouvez bien sûr couper cela. Ensuite, j'ai obtenu une licence en informatique à l'Institut Synergy. J'ai aussi tenté d'entrer dans un lycée technique afin de poursuivre mes études pour le pilotage de vaisseaux spatiaux, quelque chose dans ce genre. Donc, il y avait une certaine attirance pour l'espace? Oui, c'est à Korolev. Oui, 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 pour quelque chose comme ça. C'est très symbolique que ce soit aussi à Korolev. Bon, raconte-moi un peu comment tu es arrivé dans le projet des dirigeables, si j'ai bien compris les choses. Ensuite, j'ai eu un sujet lié à l'aérostation. Je suis allé en Chine. J'étais opérateur d'un poste de contrôle au sol avec un énorme aérostat appelé Puma. Après cela, j'ai travaillé pendant 5 années complètes chez Avgur en tant qu'ingénieur d'essai, c'est-à-dire que nous testions des modules séparément et de manière approfondie, et j'ai aussi participé activement à l'exploitation en équipe. Nous avions là-bas plusieurs types de modules différents et variés. Sacha, raconte-nous en général, depuis combien de temps tu as précisément rejoint ce projet passionnant de dirigeable? Comment tu t'y es retrouvé exactement et de quoi tu t'occupes concrètement ici? J'ai rejoint le projet en novembre dernier. On m'a invité à participer à ce projet. Donc tu es là depuis tout le début, c'est-à-dire depuis novembre de l'année dernière? Oui, en novembre de l'année dernière, on m'a invité à m'occuper des valves parce qu'il y a 1 an ou 2, je travaillais justement aussi dans la société Atlas qui se trouvait entre Avgur et celle-ci, justement sur les valves, ces composants essentiels. Tu t'en occupais déjà là-bas? Oui, il y a 2 ans. Je collaborais avec Zubkevich. Nous avons fait une série de valves pour Brin et livrées aux États-Unis. Pour Bren? Oui, par l'intermédiaire des Israéliens, qui travaillent eux aussi sur les dirigeables.
C'est-à-dire qu'il est passé par Israël pour nous demander de les fabriquer pour lui. Oui, j'ai personnellement assemblé 10 valves. Donc, il y a maintenant tes valves là-bas? Je ne sais pas. Écoute, mais le simple fait qu'il y ait eu une telle demande et des commandes, c'est vraiment super. C'est absolument fantastique. Nous leur avons aussi fabriqué un système de transfert d'hélium, mais ils n'en ont pas voulu. Ils l'ont payé, on l'a fait, mais ça ne leur a pas convenu. Je pense qu'ils testaient différentes options. Bien sûr, oui, c'est tout à fait exact. Ils ont apparemment défini un concept qui leur convenait. Oui, parce que pour eux, il n'est pas très cher de passer une commande. Oh, Donc, depuis le mois de novembre, tu fais déjà partie du projet. oui, dans le projet Aeronova, donc ma fonction actuelle, oui, avec mon collègue Sergei Vereshchagin, nous nous occupons des unités VGS, c'est-à-dire en gros des ventilateurs et des valves, des composants essentiels. Leur modélisation alors? Oui, oui, nous les modélisons dans le système de conception assisté par ordinateur T-Flex. Oui, c'est nous qui les réalisons. Nous avons aussi ici une imprimante 3D où nous essayons d'imprimer un maximum de pièces, même si beaucoup de nos opposants disent à quoi bon, on peut tout acheter sur AliExpress et ainsi de suite, sans se soucier de la qualité ou de l'originalité. Mais comme ce domaine de l'impression 3D s'est considérablement développé, nous pouvons désormais imprimer des formes complexes et les tester rapidement, sans avoir à faire appel à des ateliers spécialisés. Jusqu'où il est possible de tout fabriquer entièrement en plastique, c'est une question importante, mais nous essayons de tout faire. Eh bien, ici, je ne suis probablement pas d'accord avec ces personnes qui disent que cela ne sert à rien. Il me semble que c'est une étape importante car nous avançons vers une production majoritairement autonome et pour cela, nous devons passer par toutes ces étapes. Oui, il n'est pas certain que nous y parvenions du premier coup, mais peu importe que certains se moquent de la substitution aux importations, je pense que c'est nécessaire. Et même si c'est de moins bonne qualité, parfois il vaut la peine d'utiliser ce qui est moins bien pour... Pour acquérir de l'expérience? Oui, et nous avons nos propres spécialistes, et ces spécialistes forment d'autres spécialistes, et c'est ainsi qu'une véritable infrastructure se met en place. De cette façon, nous pourrons ainsi couvrir le plus grand nombre de domaines possible. Oui, c'est même un investissement pour l'avenir. Et puis, une expérience négative reste une expérience, bien sûr. Je pense qu'il faut s'efforcer au maximum de former des professionnels pleinement qualifiés et véritablement compétents. Tout le monde ne va pas simplement revendre des pièces détachées. Et il faut commander le moins possible de composants prêts à l'emploi, il vaut mieux tout produire soi-même. Oui, bien sûr, il vaut mieux ne pas sombrer complètement dans l'isolationnisme, mais garder un certain équilibre, au moins pour les composants principaux. Oui, il devrait au moins y avoir des personnes qui ont déjà essayé, même si elles n'ont pas réussi, mais grâce à cette expérience, elles peuvent choisir un produit en se basant sur ce qu'elles savent et connaissent bien. Ils ont essayé de le faire, et ils ont déjà acquis une expérience considérable dans ce domaine. Ils comprennent ainsi plus en profondeur que ceux qui se contentent de choisir des produits finis et déjà tout prêts. Et comment ton travail s'organise-t-il en général? Au départ, vous commencez par la modélisation 3D, c'est ça? Au départ, c'est comme si nous recevions un cahier des charges de la part de notre direction. Mon responsable, c'est Zubkevich. En tant que personne extrêmement compétente et dotée d'un très vaste bagage de connaissances approfondies, il est en charge de formuler avec précision le cahier des charges techniques détaillé qui est essentiel pour la bonne exécution des projets. Il peut même parfois indiquer précisément comment faire certaines choses, mais il reste toujours très flexible et adaptable. Si je propose d'autres solutions, il les accueille avec une grande compréhension. Donc tout commence véritablement par cela. Puis oui, ma fonction principale au tout début, c'est la conception détaillée du modèle 3D. Ensuite, à partir de ce modèle 3D, on passe à l'étape de l'impression, on imprime, puis commence l'assemblage final. Il y a aussi des mécanismes mobiles. Tout cela a été pris en compte et développé dans le modèle 3D. Oui, et ensuite nous avons un banc d'essai. Nous y installons le dispositif. Oui, je pense que beaucoup l'ont déjà vu à plusieurs reprises. Il y a un espace séparé. Comment cela s'appelle-t-il? Banque universelle pour le système Airgaz réservoir. Un réservoir, oui. C'est-à-dire qu'il s'agit
d'un petit compartiment volumineux rempli d'air où sont installées ces mêmes valves, et c'est là qu'elles sont testées pour détecter d'éventuels défauts ou, au contraire, pour améliorer cette pièce de rechange. Et après cela, on peut l'installer sur l'appareil volant et l'observer dans des conditions plus proches du réel, car le banc d'essai reste aussi une sorte d'idéal théorique, mais ce n'est déjà plus simplement manipuler quelque chose dans ses mains, le voir dans des conditions réelles. Autrement dit, il y a des étapes allant du cahier des charges, à la modélisation informatique, à la production, aux essais sur banc d'essai, puis à l'exploitation expérimentale sur l'appareil volant. Autrement dit, nous avons un cycle assez complet et bien établi, et en plus, nous sommes assez innovants, l'impression 3D, même si elle s'est déjà largement démocratisée et est de plus en plus accessible, beaucoup de gens restent tout de même sceptiques à son égard, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais nous essayons d'en tirer le maximum. De plus, ce domaine évolue constamment. Les imprimantes s'améliorent et se perfectionnent. Je sais que tu étais récemment à un salon avec Sergei à la recherche de nouvelles solutions et de savoir-faire dans ce domaine. Les matériaux s'améliorent, tout comme la technologie elle-même. Oui, ce secteur se développe actuellement de façon très dynamique et en plus, il évolue aussi bien du côté du consommateur ordinaire, c'est-à-dire que beaucoup de gens installent déjà des imprimantes chez eux et impriment toutes sortes d'objets, mais il y a aussi un mouvement inverse, c'est-à-dire du côté industriel. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait industriel au sens de la production en série, mais si l'on a besoin de pièces uniques, pas de centaines de milliers, alors cela devient déjà une solution adaptée à ce type de besoin. Peut-être que certains ne le savent pas, mais il existe désormais des imprimantes capables de fabriquer des pièces en métal. Et, d'après tout ce que je sais et ce que j'ai pu constater en termes de qualité intrinsèque, de solidité structurelle et de densité matérielle, ces pièces n'ont absolument rien à envier à des pièces qui seraient fabriquées de manière traditionnelle sur un tour conventionnel. Oui, 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 absolument, c'est tout à fait exact et précis. C'est génial. C'est pourquoi nous examinons ces technologies et solutions. Et si à un certain stade nous comprenons que cela sera nécessaire, je pense, Oui, oui, d'accord. nous aurons aussi ce genre de choses chez nous. Vous avez travaillé sur les soupapes de la Nova 01 et maintenant vous travaillez sur de plus grandes soupapes de la Nova 2. Oui, le travail est déjà en cours de manière active, c'est-à-dire que nous devrons encore acheter des imprimantes avec un plateau de travail plus grand. Mais en principe, même avec celles que nous avons déjà, nous travaillons dessus, le prototype est pratiquement prêt. Oui, j'ai effectivement réussi à faire rentrer ce que nous avons en le plaçant habilement en diagonale et en l'installant ensuite de manière stable et sécurisée verticalement. Bien sûr, plus tard, je n'imprimerai pas celles qui iront sur l'appareil, mais en tant que prototype, oui, je les ai imprimées. En ce moment, j'assemble les parties mobiles. Elles aussi ont toutes été entièrement imprimées en plastique. Ensuite, il y aura des tiges et certains éléments séparés en métal. Mais pour l'instant, afin de vérifier le schéma cinématique, tout a été imprimé en plastique et il sera possible de voir si cela fournit la pression nécessaire, si cela tient le coup et d'examiner tous les autres paramètres. De plus, le plastique nous permet d'alléger la structure elle-même, ce qui est aussi un point crucial pour nous. Sur les dirigeables, il faut rendre le plus de pièces possible plus légères afin d'augmenter la charge utile. Oui, oui, oui. Oui, et c'est beaucoup plus léger. Et il n'est absolument pas nécessaire d'usiner quoi que ce soit dans un métal coûteux. On peut tout d'abord tester l'ensemble du concept, puis confier certains éléments spécifiques, par exemple, à réaliser en métal véritable. Sur quoi travailles-tu encore en ce moment? Avec un collègue, nous menons également des essais sur le ventilateur, donc en quelque sorte, cette fonction me revient en partie. C'est-à-dire que mon collègue Sergei Verkhtaguin développe le ventilateur, donc il réalise le modèle 3D et l'imprime. Et le travail sur le banc d'essai, c'est en partie aussi ma responsabilité, car j'ai une grande expérience chez Avgur, notamment sur le travail au banc d'essai. En fait, le prototype de ce banc d'essai, ou plutôt sa toute première version, a été développé là-bas. Ici, nous ne l'avons absolument pas conçu à partir de zéro, mais nous avons déjà repris une idée de réalisation existante et bien établie. C'est-à-dire que là-bas, nous avions déjà réalisé le réservoir et l'appareillage de mesure. Je savais déjà lequel il fallait utiliser, c'est-à-dire les capteurs, le programme était déjà écrit par moi.
pour l'affichage visuel sur le moniteur et pour l'enregistrement dans un fichier. Tout était donc déjà prêt, il n'y avait rien à inventer ici. Rappelons que ces ventilateurs nous sont absolument nécessaires pour gonfler le ballonnet d'air, qui est un élément essentiel. Oui, donc tant que nous n'avons pas commencé à fabriquer des dirigeables à structure rigide, nous aurons besoin de cette configuration, c'est-à-dire des ventilateurs ou plus précisément des unités de ventilation, car il n'y a pas que des ventilateurs, il y a aussi un clapet anti-retour et d'autres éléments. Chez nous, il porte le terme spécialisé de unité aérostatique de remplissage d'air. Oui, et il y a aussi une soupape de sécurité intégrée. Autrement dit, ces deux éléments fonctionnent ensemble, permettant soit d'évacuer l'excès d'air accumulé, soit d'en injecter de nouveau, selon les conditions environnementales spécifiques auxquelles le dirigeable sera confronté à tel ou tel moment précis. Nous avons un peu abordé ton expérience chez Avgur, de façon un peu indirecte. Peux-tu nous dire précisément combien de temps tu y as travaillé, s'il te plaît? Eh bien, j'y ai travaillé de façon assez intensive et très approfondie pendant environ 5 bonnes années. Oui, c'était aussi intéressant car je suis arrivé justement au moment où il y avait une commande publique de défense et j'ai pu observer et participer à toutes les étapes en commençant par la R&D. C'est-à-dire que nous faisions par exemple des démonstrations, même de petites choses, comme vérifier si ce type de caoutchouc convenait ou non à notre tâche, jusqu'à participer aux essais d'État où l'appareil volant fini est présenté à la commission d'État. Donc un grand nombre de militaires et de représentants des forces armées viennent sur place et ce sont précisément eux qui ont la responsabilité cruciale de décider d'accepter ou non cet appareil spécifique pour une utilisation opérationnelle et stratégique, oui. La société qui s'occupait de l'électricité sous la direction de Chubais, je ne me souviens plus de son nom, c'était en gros une grande entreprise russe qui vendait de l'électricité aux particuliers et aux entreprises et ils ont décidé d'utiliser des dirigeables, précisément des dirigeables, pour surveiller leur réseau, ou plutôt leur infrastructure. Et pour le département à Kirjatch, ils ont justement construit un dirigeable drone. Ils ont acheté un hangar spacieux, ainsi qu'un vaste terrain. Il y a de cela longtemps, cette acquisition a ensuite été organisée et structurée en une entité distincte. Plusieurs AU-30 ont été construits, ce qui signifie qu'il était initialement prévu qu'il y ait de l'équipement spécialisé à bord de ces appareils. Ils devaient voler, par exemple, le long des lignes électriques et surveiller en quelque sorte la situation. Toute cette infrastructure, oui, oui, oui. Bon, Ce projet a-t-il été couronné de succès? A-t-il été réellement mis en œuvre? eh bien, en ce qui concerne l'aérodrome pour dirigeable et le dirigeable lui-même, cela a été réalisé, mais quant à la fonction ultérieure de surveillance de l'infrastructure, tout cela n'a pas vraiment fonctionné pleinement. Je ne vais même pas dire, ou plutôt, je ne sais pas pour quelle raison, mais oui. Eh bien, peut-être que dans de futurs podcasts, nous demanderons à la génération plus âgée, peut-être qu'ils savent, ils en ont sûrement entendu parler aussi. Oui, Avgur avait aussi plusieurs autres projets de construction de dirigeables pour l'étranger. À mon avis, c'était le projet le plus réussi et le plus prometteur. Le dirigeable était exploité chez un prince en Thaïlande, un membre éminent de la famille royale. J'ai personnellement eu l'occasion de parler avec une personne qui a vécu plusieurs années en Thaïlande et qui a été témoin de son utilisation. Là-bas, il a vraiment volé et a été utilisé activement. Il y avait un prince de la famille royale qui l'utilisait régulièrement. Il était tout simplement passionné d'aviation. Il possédait des avions, des hélicoptères, et à un certain moment donné, il a voulu avoir un dirigeable. On lui a fabriqué un dirigeable sur mesure. De quelle taille? Quel était ce modèle? Plus petit que l'AU-30. Je ne vais pas mentir, je ne me souviens plus du nom du modèle. Plus petit que l'AU-30, un petit dirigeable. Eh bien, il volait activement là-bas, il était utilisé. Les employés d'Avgur vivaient aussi là-bas. Qui aidait, disons, à l'entretien général. À l'entretien, oui, oui. Le prince les a pris sous sa tutelle, pour ainsi dire, les guidant avec attention et bienveillance. Oui, oui, oui. Un beau projet, tout de même. C'est là-bas, oui, c'est chez cette personne, d'après ce qu'il racontait, si j'ai bien compris, qu'il a passé les meilleures années de sa vie. Au fait, c'est intéressant de savoir ce qu'est devenu ce dirigeable, comment tout cela s'est terminé.
Non, en fait, l'enveloppe est devenue inutilisable et la fabrication d'une nouvelle n'a pas vraiment abouti. Et puis, de manière générale, le développement des dirigeables en Russie s'est un peu arrêté. D'ailleurs, à ton avis, Zaki, pourquoi y avait-il autant d'organisations apparemment, mais il y en avait plusieurs au moins? À mon avis, si le sujet des dirigeables a un peu ralenti, c'est parce qu'ils n'ont pas résisté à la concurrence de l'aviation, principalement en raison de leur utilisation dans des conditions militaires, car il s'agissait en quelque sorte de 2 structures parallèles. Il était alors devenu très difficile pour eux de fonctionner efficacement, car ils se retrouvaient finalement à se marcher littéralement sur les pieds dans le même domaine d'activité. Et dans le cadre de cette concurrence intense, l'aviation a clairement gagné, car elle est bien mieux adaptée aux usages militaires et stratégiques. Dans l'utilisation, dans l'exploitation. Pour l'exploitation, ils n'ont pas besoin d'immenses hangars, donc cela s'est avéré probablement moins cher. Non, le plus important, je pense, c'est à cause des fonctions de combat. C'est-à-dire qu'à l'époque, les objectifs étaient un peu différents, principalement militaires. Et justement, pour les questions militaires, les avions sont plus rapides et moins chers à construire. Ils ont besoin, disons, de moins de personnel pour les faire décoller. Et en général, ils sont eux-mêmes plus petits, plus compacts, plus mobiles, plus maniables. À des fins militaires, à cette époque, c'était, disons, plus avantageux. Aujourd'hui, je pense, oui, les avions et les fusées, vont peu à peu les remplacer. Je ne sais pas dans quelle mesure mon raisonnement est pertinent dans le cadre du podcast, les fusées et les drones. Donc, on verra encore à l'avenir, de manière très claire, qui sera laissé de côté par le cours de l'histoire. Alors, qu'est-ce que tu penses toi-même des dirigeables? Ont-ils un avenir? L'avenir de l'aérostation est certes incertain, mais elle ne disparaîtra pas, car il existe, pour ainsi dire, la poussée d'Archimède, oui, et elle non plus ne disparaîtra jamais, et les gens essaieront quand même de l'utiliser petit à petit, de manière progressive, autrement dit, d'une manière ou d'une autre, les formes qui nous sont familières, comme les dirigeables en forme de cigare, ou d'autres modèles plus sophistiqués et complexes, continueront d'être explorés et potentiellement adoptés. Mais oui, puisque la poussée d'Archimède ne disparaîtra pas, le désir des gens de l'utiliser non plus, et sous une forme ou une autre, je pense qu'à un moment donné, il y aura des appareils fabriqués qui entreront dans un usage courant et généralisé, voire même essentiel. Personnellement, je ne sais même pas précisément par qui ils seront fabriqués, par la société Aeronova, une entreprise de spécialisée. Comment vois-tu notre activité dans l'ensemble, la construction de dirigeables, évoluer et se développer au cours des 5 à 10 prochaines années, quoi? Eh bien, tout dépend de la stabilité, c'est-à-dire que j'ai souvent remarqué que s'il y a de la stabilité et qu'un groupe de personnes reste ensemble et que la direction n'est pas complètement folle, alors des liens internes se créent et ils finissent quand même par produire un résultat, oui. Si l'on évite une situation comme dans la fable du cygne, de l'écrevisse et du brochet, où chacun tire dans une direction différente, voulant des choses différentes, alors cela peut aussi entraîner un ralentissement. Mais si le développement avance de manière plus ou moins cohérente, alors il y a une résonance. De façon planifiée, les résultats apparaissent. Nous avançons dans un travail progressif, étape par étape. C'est pour cela que nous avons d'abord un petit dirigeable, puis un deuxième plus grand, un troisième, et ainsi de suite. Oui, c'est ce concept selon lequel nous avons en quelque sorte la Nova 01, la Nova 2, puis la 8, la 35. Oui, si tout continue à se développer ainsi, je pense que ce n'est plus très loin, et honnêtement, je serai moi-même surpris, mais ce sera une agréable surprise de voir des dirigeables voler au-dessus de la Russie, et peut-être même pas seulement au-dessus de la Russie. Je sais que toi aussi tu as tes propres idées sur les endroits où ils devraient aller. J'en parlerai peut-être plus en détail dans un autre podcast à un moment donné. Donc oui, nous avons en quelque sorte des collaborateurs qui estiment qu'ils ne devraient même pas se limiter à la région du pays, mais qu'ils devraient en quelque sorte voler dans l'atmosphère d'autres planètes. Et en fait, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais des aérostats ont déjà volé sur Vénus, ce qui est une réalisation scientifique remarquable.
Oui, nous avons Dmitri Sergueïevitch Khmel qui les a envoyés là-bas. Dans les années 80, oui, l'URSS réalisait de tels projets. La première fois que j'en ai entendu parler, j'ai sincèrement cru que c'était de la pure science-fiction. Mais en réalité, de tels projets ambitieux ont vraiment existé. Donc, peut-être que les dirigeables et les aérostats sur la planète Vénus ne sont pas si loin que cela. Je pense quand même qu'il faudrait d'abord maîtriser pleinement et entièrement nos propres cieux, et ensuite seulement aller explorer d'autres planètes lointaines. Oui, nos étendues sont vastes, immenses, et encore tout à fait inexplorées. Et vraiment, oui, totalement inexplorées. Encore une fois, il y a cette idée que les gens ont en quelque sorte déjà maîtrisé, pour ainsi dire, la surface terrestre et veulent s'étendre plus loin, c'est-à-dire vers les profondes profondeurs marines, oui, et plus haut aussi, bien sûr. Et il reste des zones inexplorées, par exemple la stratosphère, oui, où les avions ne peuvent pas vraiment voler normalement. L'espace aérien, oui, attire les gens depuis longtemps. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'il soit totalement sûr à cause de l'altitude. Mais oui, je pense que des villes volantes attendent encore leur heure, c'est-à-dire qu'elles pourraient tout à fait être compatibles avec quelqu'un, par exemple. Ok. Bien sûr, je vais un peu imaginer, mais il pourrait tout à fait y avoir des champs magnétiques, des réservoirs partiellement remplis de gaz, oui, et ce gaz pourrait être lié à une certaine biochimie ou biogénétique, par exemple. Il pourrait y vivre des organismes modifiés qui produisent du gaz et remplissent ces réservoirs. En plus, oui, il pourrait y avoir des champs magnétiques, des coussins, oui, on peut même ne pas se limiter à l'imagination, mais tourner son regard vers l'avenir et voir, oui, que cela aussi peut et doit fonctionner. La première étape pour cela sera de faire monter un dirigeable dans le ciel. Et c'est pourquoi, oui, il ne faut absolument pas oublier de telles technologies, c'est-à-dire qu'elles doivent toujours rester au centre de notre attention et de nos préoccupations. Peut-être pas pour un très large public, mais certains groupes devraient absolument étudier et ne jamais oublier l'aérostation, et ils devraient constamment essayer de l'appliquer ici ou là, adopter de nouvelles technologies, tenter de les utiliser, oui, parce que c'est un atout précieux qu'il ne faut absolument pas perdre, un véritable héritage à préserver. Pour ma part, je trouve au minimum curieux et particulièrement intéressant de ramener les dirigeables à un niveau moderne suffisamment avancé, correspondant pleinement au développement technologique actuel. Parce que, d'après ce que je comprends, il n'y a pas eu de véritables innovations significatives dans ce domaine depuis cette époque. Et aujourd'hui, nous pouvons réellement créer un appareil moderne et performant en utilisant les solutions et les technologies disponibles à ce jour, ce qui représente une avancée considérable. Et ce sera déjà un appareil digne de ce nom, capable de remplir efficacement ses missions. Et en le perfectionnant progressivement, on pourra appliquer des solutions encore meilleures. On pourrait même en faire un véritable vaisseau spatial, qui sait. Oui, c'est tout à fait cela. Si l'on ne cherche pas immédiatement à atteindre des géants, mais que l'on avance progressivement par de petits pas concrets en appliquant les technologies de manière judicieuse. Peut-être que si des problèmes surviennent quelque part, il faudra attendre un peu le développement de ces technologies, mais dans un avenir proche, je pense que les dirigeables parcourront à nouveau les vastes étendues de notre planète. Même sans attendre de nouvelles technologies supplémentaires, il fonctionnait déjà il y a 100 ans. On fait simplement la même chose qu'il y a 100 ans, mais on y intègre des solutions modernes avec de nouveaux matériaux, des moteurs, des batteries et toute l'intelligence artificielle nécessaire. Et cela fonctionne déjà, tout comme par le passé, mais de manière plus efficace, plus écologique et encore plus sûre. De plus, récemment, par exemple, j'ai regardé un blogueur qui faisait un direct depuis la Suisse et, à ma grande surprise, un dirigeable volait en arrière-plan sur fond des Alpes. Si je n'avais pas su que c'était un dirigeable, je n'aurais probablement même pas identifié cet objet, mais là, je regarde et je me rends compte tout de suite. Autrement dit, on ne peut même pas dire qu'ils sont oubliés ou qu'ils n'existent plus. Ils existent simplement en très petit nombre.
et remplissent des fonctions spécifiques. Oui, aujourd'hui, ils servent surtout au tourisme ou parfois à des tâches très spécialisées pour certains scientifiques. Récemment, j'ai vu, oui, que des Chinois avaient lancé un énorme aérostat sur le plateau himalayen à une altitude de plusieurs milliers, non, de plusieurs kilomètres. J'ai peur de me tromper, mais il ne s'agissait pas d'une altitude de 10 kilomètres, c'était un volume de 9000 mètres cubes, ils en avaient besoin pour une raison précise. Oui, en réalité, il y a de nombreuses tâches importantes qu'ils peuvent accomplir avec succès. Il s'agit aussi bien des télécommunications et des radiocommunications que de l'observation et de la géologie. Ces tâches sont assez limitées car il existe tout de même des satellites, des drones, mais même avec les technologies actuelles, ils peuvent tout à fait occuper une certaine niche. Et oui, ici l'essentiel, c'est que l'équipe et les technologies restent pleinement opérationnelles, car par exemple, j'observe attentivement l'équipe à laquelle mon père participe activement et plus généralement la vie de l'ensemble de la communauté aérostatique. Cela se passe un peu au hasard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens se réunissent, travaillent ensemble pendant 3 à 5 ans, un groupe se forme alors, puis soudainement, tout cela cesse d'exister. Il ne reste que quelques adeptes dévoués, des passionnés véritables de ce domaine, tandis que la majorité part vers d'autres projets. Ensuite, soudainement, un financement apparaît à nouveau ou simplement l'intérêt renouvelé de quelqu'un, et les gens se rassemblent de nouveau. Une nouvelle vague d'intérêt. Et c'est précisément comme cela que cela se passe, oui, mais ce n'est absolument pas comme s'il y avait un développement continu et ciblé. Cela se fait par à-coups, et à cause de cela, on ne peut pas dire que tout est complètement et irrémédiablement perdu, mais il n'y a pas de développement stable, planifié et véritablement cohérent. Dis-moi, que penses-tu de l'ambiance générale dans notre équipe? Est-ce que tout te plaît? Est-ce que tu t'entends bien avec tout le monde, disons? En fait, j'ai été surpris par l'ambiance qui règne ici. Quand je suis arrivé et que j'ai vu que les gens voulaient vraiment construire un appareil volant, cela m'a sincèrement étonné. Il règne vraiment une atmosphère très bienveillante. Bien sûr, il y a quelques petites nuances, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un environnement créatif et stimulant qui favorise pleinement la création de quelque chose. Il semble aussi qu'ici, même dans le domaine médiatique, les gens ont la possibilité de se développer. On peut vraiment créer sans trop de restrictions, même d'un point de vue technique. Dans le domaine précis où la personne s'y connaît vraiment très bien? Oui, oui, oui. En fait, comme cela m'a aussi grandement surpris, ici nous ne faisons pas que de l'aérostation. Nous avons un département qui s'occupe des moteurs, un autre qui travaille sur des développements très prometteurs, allant presque jusqu'à créer des moteurs spatiaux et même au-delà. C'est-à-dire que cela m'a tellement surpris. Oui, je pensais qu'ici il n'y aurait au maximum que des dirigeables, et c'est tout, peut-être encore quelques streams. Mais non, ici, il y a toute une communauté de personnes. Et oui, chacun est passionné par son domaine, ce qui permet de progresser dans cette direction. Car d'une manière ou d'une autre, c'est lié au travail commun que nous faisons. Et il est très intéressant d'observer comment des personnes issues de domaines apparemment incompatibles commencent à se connecter les unes aux autres. À cette intersection naissent de nouvelles idées créatives. Et il est vrai qu'ici, il peut en résulter quelque chose d'inhabituel, comme cela arrive lorsque des personnes qui semblaient au départ incompatibles se réunissent. C'est pourquoi les dirigeables ne sont qu'un tout petit début, en fait. Oui, oui, bien sûr, absolument. Bon, mais sur ce, nous allons probablement conclure notre podcast. Encore une fois, merci d'avoir trouvé le temps de venir et d'avoir discuté avec nous. Je suis sûr que nous nous reverrons dans les prochains épisodes pour parler d'autres sujets. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Abonnez-vous, laissez des commentaires, posez des questions intéressantes. Écrivez-nous qui vous aimeriez voir dans nos prochains épisodes de podcast et on se retrouve bientôt. Au revoir à tous. Merci. À bientôt.